poser à la fin, après l'intervention de Liliana. Oui, allez-y, prenez votre temps, je vous présente pendant ce temps-là. Donc, Liliana Coutinho est docteur en esthétique de l'Institut ACT, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est commissaire indépendante et chercheuse attachée à un centre de recherche en sciences, en arts et sciences. Ses recherches portent sur la participation de l'expérience esthétique à l'activité cognitive, actuellement supportée par une réflexion autour de la philosophie des relations, au sillage du constructivisme de Maturana et Varela, de l'épistémologie de Michel Wilbol et de l'historien de l'art Aby Warburg. Elle a publié plusieurs de ses recherches, dont, je dirais en titre abrégé, une philosophie performative, ça a été publié au Brésil. Elle a présenté plusieurs conférences au Portugal et ailleurs. Elle est membre de la International Association of Aesthetics et de la nouvelle direction de AICA Portugal. On écoute Liliana Coutinho, son titre « L'objet, ni un fétiche, ni une preuve, mais un don pour la performance ». Bonjour, d'abord merci pour m'être là. Et en fait, je suis là et je viens en tant que commissaire. Ce que j'ai pour partager avec vous aujourd'hui, c'est un problème que j'ai dans mes mains. Actuellement, je travaille sur l'œuvre d'une artiste portugaise, Túlia Saldanha, qui est une artiste qui n'est pas vraiment connue. Elle a vécu entre 1930 et 1988 et elle a une œuvre qui se déploie, qui existe dans la peinture, dans les installations, dans la performance. Maintenant, je suis un peu au milieu de la recherche. Je suis en train de travailler avec toute la documentation de ces performances et de ces installations, qui étaient aussi des installations assez éphémères. Et je me trouve avec ce problème, c'est comment, qu'est-ce que je vais faire avec ces objets, comment je vais m'adresser à ces objets pour rendre compte de la vie des œuvres éphémères. Pas seulement pour... je suis en train de travailler ces objets qui sont des photos, des photographies, des pliants, des textes, de la nourriture, des restes de la nourriture, qui forment comme une sorte de constellation qui nous permet d'avoir un accès assez sensible à l'œuvre. Et à partir de cette situation, ce problème, je me suis posé cette question de comment nous pouvons restituer à partir d'une exposition cette vie qui se donne en partage dans l'acte performatif qui a été mentionné par Aubert de Sassier. Il a donné cette définition de la performance que j'ai trouvée assez intéressante. Et je me suis posé la question de savoir si on peut prendre ces objets qui restent d'une performance comme l'ancrage d'une relation possible et travailler de façon à déclencher une nouvelle expérience qui va rendre non seulement de l'événement qui a été à son origine, donc à la performance originale, si on peut dire comme ça, mais aussi qui va rencontrer des circonstances actuelles dans lesquelles la rencontre entre le spectateur et l'œuvre a lieu. Donc, la circonstance actuelle de l'exposition de ces objets. En activant les rapports humains et l'expérience que ces objets qui restent des performances conservent en puissance. Ici, la seule existence des performances dans l'histoire de la pratique artistique et aussi l'existence de ces pratiques curatoriales et commissariales qui s'adressent
l'on pose cette question, celle-ci se manifeste dans un cadre sociologique et politique plus vaste qui montre que notre travail en tant que commissaire participe à une mutation sociale qui dépasse le contexte artistique. Le Suédois Martin Steinberg, qui est un critique, un performeur et un dramaturge, il a écrit à propos de la bonne réception que les pratiques performatives trouvées pendant ces dernières années dans les espaces d'exposition que, je cite Martin, une société organisée autour de l'échange des valeurs immatérielles va et doit favoriser le mouvement en dépit de la stabilité. Dans une société dans laquelle la propriété immatérielle est une affaire bien plus urgente que celui de la propriété matérielle, le musée ira conserver les œuvres d'art dans l'arrière-cour et installer des pratiques de mouvement et des processus dynamiques dans ce qu'auparavant étaient des espaces d'exposition. Et ici, je continue à citer, dans une société où la subjectivité individuelle est mise au plus haut degré d'importance, l'expérience esthétique est supposée améliorer et célébrer la subjectivité individuelle et non l'état-nation du peuple à l'art. Si ces processus sociaux dans lesquels l'art et les institutions artistiques participent est encore en train de se mettre en place, nous pouvons agir sur ces processus, pour que cette mise en valeur symbolique de l'expérience ne conduise pas à un processus de réification des relations humaines et extra-humaines qui sont impliquées. C'est ainsi que dans ce contexte, qui est aussi un contexte économique au sens large, que je propose que l'on prenne l'objet issu des actions performatives comme un don. Ainsi, en tant que... Je vais après expliquer ce que j'avais comme don, mais je pense que si l'on prend ces objets en tant que don, contrairement à ce qu'écrit Steinberg, ce n'est pas la subjectivité individuelle qui est célébrée, mais la capacité que ces objets ont à partir de l'expérience singulaire promue par une rencontre entre ces objets et les spectateurs d'une exposition. La possibilité que ces rencontres art d'instaurer et de révéler les liens sociaux et sensitifs à l'œuvre dans une communauté. Avant d'expliquer ce que j'entends comme don, je voudrais indiquer que dans ce contexte, je vais prendre le mot performance un peu au pied de la lettre en l'associant avec l'idée de performativité et en sortant du domaine qui lui est assigné dans le champ de l'histoire de la pratique artistique et en faisant appel à la linguistique. C'est un contexte dans lequel le concept de performativité peut devenir un outil critique. Suivant Austin, le linguistique américain qui a travaillé sur la question de la performativité, le concept de performance trouve son origine dans le rôle productif du langage dans sa relation à la réalité. Les énoncés performatifs sont ceux qui font en même temps qu'ils disent. Les objets de la performance seront ainsi pris comme des occurrences capables de proposer et de faire émerger les circonstances dans lesquelles s'effectue son action, et le terme performance sera ici utilisé comme un outil critique qui nous permet d'explorer la fonction des œuvres d'art en général et surtout de nous adresser à une situation dans laquelle le sujet percevant est clairement partie prenante à la réalisation de l'objet et du sens de l'expérience dans laquelle il est immergé. À ces propos, je rappelle ici ce que Erika Fischer-Licht, dans son essai « La culture comme performance, développer un concept », a proposé comme 4 moments pour la définition d'une performance. C'était là d'abord la coprésence corporelle, qui permet une rencontre et l'interaction entre artistes et spectateurs et rend la
contradiction entre ces deux positions assez instables, son caractère éphémère, l'intensification du moment présent et la création de sens pendant l'événement performatif, en détriment de la transmission de significations préalablement conçues et aussi Fischer-Licht prenait en compte la spécificité de chaque expérience performative. Donc on ne pouvait pas, pour donner une définition de la performance, on ne pouvait pas donner une définition dans laquelle tout pouvait entrer. Donc, voilà. Dans ces contextes, nous pourrons ainsi penser l'objet issu des situations performatives non comme un simple document qui nous remettra vers le passé, mais comme un don au sein qui lui a donné Marcel Mauss, c'est-à-dire comme un acte qui active les relations de partage à l'ordre dans la construction de tout rapport inter- et extra-humain, participant ainsi à la production du lien social et à la révélation du lien écologique que toute société entretient avec le lieu de sa demeure. Au contraire de la preuve, le don ne se contente pas de dire et de certifier un passé révolu. Au contraire du fétiche, l'objet qui sert à la concrétisation de l'action de donner ne réifie pas les relations sociales et humaines dans lesquelles il est partie prenante. Le don est l'aptitude de l'objet, dans une certaine mise en scène des circonstances, à servir de support à la force productive de ces mêmes relations. Mauss a défini le don comme un échange de puissance, d'une vigueur et d'une force avec laquelle l'on peut travailler pour créer le lien social au sein d'un partage sensible qui imprègne tous les êtres vivants et non vivants. C'est la force des choses qui oblige ces choses mêmes, moyennant l'acte de don, à circuler pour que le mouvement de la vie s'accomplisse. Donc, cette vie qui se donne un partage dans la performance. Les choses, et là je souligne le mot les choses, deviennent ainsi la forme du partage d'une matière indéterminée. Le mot chose, et non document ou objet, apparaît ici comme le signe d'une potentialité de relation existant dans les objets. Lors de l'essai du texte Moving as a Thing, Choreographic Critics of the Object, donc le mouvement comme une chose, le critique chorégraphique de l'objet, publié dans le dernier numéro du magazine October, Andrea Lipecki, en analysant des œuvres issues du territoire de la danse contemporaine, nous présente une réflexion sur le processus de devenir chose qui va à l'encontre de cette prise en compte de l'objet comme don. La chose n'apparaît pas comme phénomène de réification des dynamiques à l'œuvre dans toute relation sociale, ni comme un objet avec une fonction prédéterminée, mais comme la prise en compte de l'objet comme une zone de puissance relationnelle et politique au sens large, au sens de vivre ensemble. Le politique a à voir avec une expérience de partage, par lequel on peut produire, et je cite Lipecki, des subjectivités non subjuguées. Devenir une chose, c'est laisser l'objet être par soi-même et empêcher l'emprise que les sujets peuvent avoir sur les objets, en les restituant ainsi à sa zone de puissance par laquelle ils peuvent devenir tout autre que ce qu'ils sont quand ils sont soumis aux usages intentionnels. Je vais citer Lipecki. Permettre à l'objet d'être n'est pas déjà la provocation d'un objet d'une transformation substantielle. Laisser être n'est pas déjà un mouvement en direction à la désobjectivation, donc retirer le caractère d'objet à l'objet. Un mouvement que transforme l'objet en simple chose,
si nous comprenons que la chose n'est pas ni un instrument, ni un outil, ni un moyen, comme Mario Perniol nous rappelle dans The Sex Appeal of the Inorganic. Je termine la citation. Devenir chose, c'est ainsi entrer dans un processus de désubjectivation qui casse la séparation classique entre sujet et objet. Les premières gardant le pouvoir de l'intentionnalité et de la possibilité d'agir et de manipuler. Devenir chose, c'est le premier pas pour faire une distribution de ces attitudes en les octroyant soit au sujet, soit à l'objet, et en empêchant l'objet d'être instrumentalisé par le sujet. En se faisant accompagner par Deleuze, le Péqui écrit, je cite, « Par la symétrie co-constitutive existant entre objet et sujet, le sujet suit le chemin de l'objet. Par un processus d'évolution, il devient chose. » Fin de citation. On n'est plus dans le domaine de la simple utilité ou de l'identification, mais dans celui de la relation créative co-constitutive. L'objet devient avec le sujet. Non, c'est étrange. Je m'écoute comme ça. C'est pas si. Mais c'est ça, voilà. Quelque chose erratique. Oui, c'est ça. L'objet devient avec le sujet. Maintenant, il se calme. Voilà. L'objet devient avec le sujet, non d'une façon prédéfinie, mais par les modes de relation activés par le rapport circonstanciel entre ces deux choses. Par deux choses, ici, je dois signifier le sujet et l'objet, en présence l'une de l'autre. L'objet ne pourra pas être soumis aux catégories conçues par le sujet. Devenir chose est à la fois s'offrir et prendre l'objet auquel nous avons affaire comme un don, pour entrer dans un mode de relation. Le Péqui cite encore Mario Perniol, je cite. « Je ne m'offre pas à l'exploration et au bénéfice des autres. Je ne m'offre pas à l'autre, mais au mouvement impersonnel qui, à la fois, déplace l'autre de soi-même, en permettant ainsi qu'il se donne comme une chose, en nous prenant moi-même comme une chose. » La question, maintenant, c'est comment. Bon, là, j'ai fait une réflexion théorique sur la question que je vous présentais tout au début. Et la question que je me pose, c'est aussi comment créer les conditions lors d'une exposition pour le déploiement et la réussite de cette mise en relation proposée par l'acte de donner et qui nous plonge dans un terrain d'expérience dans lequel nous avons affaire à une capacité d'action disséminée et partagée entre ce qu'auparavant était le sujet, le spectateur par exemple, l'artiste, et l'objet d'art, le document. Donc, je pense comment, dans une situation d'exposition, activer cette action réciproque qui existe entre le sujet et l'objet, je pense qu'il va un peu sauver, même si sauver c'est pas vraiment un bon mot, mais qui va empêcher de tomber dans l'usage des objets issus des situations performatives, de l'usage comme un fétiche ou comme un document qui va restituer l'originalité de l'expérience originale. Donc, c'est comment on peut, en tant que commissaire, activer cette mise en relation que la performance elle-même propose. C'est quelque chose qui se résout, je trouve, pas dans un texte, mais dans l'acte, tout comme de l'organisation, de la mise en scène d'une exposition, de la préparation d'une exposition. Mais je pense que peut-être la façon dont certains artistes ont pris la documentation de ces offres peuvent nous donner des outils à nous, des commissaires, des curators,
ces statuts de l'objet qui documente qui fait la documentation de la performance. Et je pense, quand je parle sur ça, je pense notamment à Gina Payne, par exemple, pour qui les photographies de ces performances étaient conçues pour laisser une empreinte sur le spectateur. Donc laisser une empreinte de cette expérience qui a été à l'origine de la production de ces photos. En fait, j'ai pris connaissance de l'œuvre de Gina Payne en travaillant sur un artiste portugais qui a témoigné d'un moment où Gina Payne a présenté son travail à Lisbonne en 1978. Donc, Gina Payne a visité Lisbonne dans le cadre d'une série d'événements à la galerie Quadrum, une série d'événements qui était intitulée Performance des happenings des nouveaux médias. Donc, on n'avait pas une stabilisation des concepts. Donc là, Gina Payne a présenté sa performance Hot Afternoon Tree, suivie d'une conférence dans laquelle Payne projetait une série d'images de son œuvre datées de la décennie précédente, donc de l'œuvre qu'elle a développée entre 68 et 78. Bon, dans l'œuvre, je sais que je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup l'œuvre de Gina Payne ici en France, donc je suis sûre qu'il y a des personnes ici dans cette salle qui ont un contact bien plus fort avec son œuvre. Mais 5 minutes. 5 minutes off, voilà, ça c'est un problème. Mais mais ce que je voudrais dire, c'était que voilà, je ne vais pas expliquer tout de l'œuvre de Gina Payne, mais dans son œuvre, à ce moment-là, elle travaillait son corps, et en particulier la douleur, et on voit ici des coupures qu'elle faisait, des épines de roses qui ont été enfoncées dans ses bras. Donc elle travaillait la douleur dans son corps d'une façon à faire apparaître une sorte de corps psychique, aussi par la mémoire de certains symboles évoqués, les roses, les roses blanches, les roses rouges. Bon, je ne peux pas entrer trop sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que Gina Payne, avec ces photos, ce qu'elle voudrait faire, c'était un peu activer cette expérience dans le spectateur des photos. Et de certaine façon, je pense que si la performance conserve son caractère éphémère qui définit toute performance, quand Gina Payne fait cette sorte de transfert entre l'action proprement parlée et les photos, de certaine façon, Payne, elle nous permet que cette expérience éphémère puisse survivre et se perpétuer dans sa documentation. Donc ici, la documentation de la performance, elle n'est pas une documentation neutre, elle n'est pas une documentation qui va seulement nous renvoyer vers un passé, mais elle est une documentation qui nous permet de perpétuer l'intentionnalité, permet à Gina Payne de perpétuer l'intentionnalité de la performance originale. Par l'action que ces images peuvent avoir et par l'empreinte de ces images dans le spectateur. Donc là, la
question, c'est en tant que commissaire, est-ce qu'on est à l'acteur, est-ce qu'on sera capable aussi d'exposer ces images de façon à ne pas... C'est comment? Il y a pas mal de choses que je n'ai pas dit, mais voilà, je suis désolée, peut-être que je me suis mal organisée, je pensais que c'était plus rapide. Bon, peut-être c'est... Je crois 2 minutes, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Mais peut-être que je vais... Parce que j'avais l'idée de vous montrer l'œuvre de Gina Pine. Vous allez voir comment je suis vraiment désorganisée aujourd'hui parce que je vais aller passer par l'œuvre de Gina Pine, par l'œuvre de Caroline Schneemann qui a aussi dans cette performance qui s'intitule iBody de 1964, qui est une performance qu'elle a fait toute seule, avec un photographe, voilà, donc, mais pas de public. Et le seul accès qu'on a à cette performance, où elle a inséré, c'est qu'elles ont vraiment testé ce que j'ai parlé avant, de cette capacité d'action mutuelle entre le corps du peintre et la peinture. Donc ici, ce n'est pas le peintre qui agit pour faire la peinture, c'est aussi la peinture qui agit pour faire le corps du peintre. Et elle a... Donc, pour cette performance, les spectateurs n'ont pas accès qu'aux photos, vraiment. Le public en général n'ont pas accès que les photos qui ont été prises par un photographe qui était là, non pour documenter d'une façon objective, non pour faire des documents scientifiques, mais pour entrer dans ces fluxus qui étaient ouverts par l'action rituelle de Caroline Schneemann, et en apportant aussi ses propres intentionnalités, prendre la photographie comme un acte expressif de ce qui était en train de se passer dans ces moments-là. J'ai pris ces photos un peu... parce que je trouve que c'est un très bon cas d'étude, parce que non seulement parce qu'on a tout le public n'a accès à l'action qu'à travers les images, et ces images elles doivent aussi transmettre un peu de toute cette expérience sensitive, corporelle, symbolique qui était à l'œuvre dans iBody. Mais aussi parce que dans ces images, c'est très facile de créer des processus des processus de devenir fétiche. Voilà, on voit des femmes, une femme, des serpents là-haut. C'est très facile de créer des fétiches à partir de ces images. C'est très facile aussi de réifier un peu les relations auxquelles ces images invitent. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'elle présente un défi aussi assez particulier au commissaire de l'exposition, c'est comment les exposer d'une façon à montrer que ces images sont non seulement produites par une suite de rencontres, car d'abord c'est la rencontre entre le corps et la peinture, et ensuite entre le corps et la peinture et le photographe, et après la rencontre entre les photos et le spectateur. Mais comment on peut créer les conditions pour qu'on voit dans ces photos l'expérience sensible et symbolique auquel elles invitent. Je crois que j'ai passé mon temps. Merci. Oui, merci. Arnaud prie de prendre la parole.
On doit impérativement partir dans 3 minutes, je crois. Donc, Arnaud, vous avez un commentaire. Oui, j'ai plusieurs choses à dire. Sur les dernières photos, sur les photos en général, sur le problème de la photographie. Attends le micro. Voilà. Alors, sur les photos, ça marche. Donc, sur les photos, les photos de Carl Schneemann n'ont jamais été des performances. C'est un travail photographique à mener avec un artiste, d'ailleurs. Il n'est pas un photographe, c'est un peintre. Oui, c'est un peintre. Et elle a travaillé avec un artiste, un autre artiste. Et c'est pas une performance, c'est un travail photographique, destiné à la photographie. Donc je pense que ça fausse. De la même façon que les artistes de l'art corporel, comme Charles Baudelaire, les artistes de l'art corporel utilisaient la photo en tant que médium dès le départ. Et donc il n'y a pas forcément d'action. Hein. Donc je pense qu'il ne faut pas, et y compris même Gina Pan, dans le rapport qu'elle entretenait avec la photographie, il y avait une dimension immédiate de prolongement de l'action par la photographie. Alors justement, j'ai envie de prolonger les remarques de Virgile Delmas, parce qu'il me paraît aussi qu'il y a quelque chose d'assez faussé aussi. C'est qu'un certain nombre d'artistes, dans les années 70, début des années 80, ne souhaitaient pas qu'il y ait de photographie, ne souhaitaient pas. Moi, quand j'ai commencé à faire des performances, je ne voulais pas de photographie. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ou 3 ans après, j'ai vu circuler des photos des pièces que j'avais faites. Et ces photos ne m'appartiennent pas. Ces photos ne m'appartiennent pas. Ces photos appartiennent aux photographes qui signent ces photos, Morin, qui vend les photos, et je ne suis pas l'auteur. L'auteur, c'est le photographe. Et donc, Jean Dupuis, par exemple, considère que Moore est un voleur de performance. C'est un voleur de performance. Parce que c'est voleur, mais presque les actions de performance. Donc, là, il y a un problème spécifique à la photographie, c'est l'utilisation par la photographie d'événements qui ont été des œuvres fugaces, mais qui sont des œuvres qui ont une inscription historique. Par rapport à l'inscription historique, justement, il y a une petite erreur à un moment donné lorsque tu dis que Yves Klein n'a jamais sauté dans le vide. Yves Klein a sauté dans le vide. Yves Klein a sauté dans le vide. Simplement, la photo qu'on voit est un montage, mais lui-même a sauté dans le vide. Et si on voit les archives Yves Klein, on voit toutes les photos du saut dans le vide, dans lequel, moi j'en ai publié une dans la dernière édition de pour la en 2004, où on le prend par-dessous et il saute dans le vide, et en bas il est récupéré par les judokas dans un tissu, une toile, et donc il a sauté dans le vide. Le problème, c'est qu'effectivement, après, il y a un deuxième travail qui est un travail photographique. Donc je pense qu'il faut être assez précis là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapport à l'image, il y a un rapport, dans certains cas, volontaire pour certains artistes, et dans d'autres cas, qui ne le souhaitaient pas. Donc, ce qui fut mon cas. Et donc, à ce moment-là, les photos sont comme des vols, hein, et ce sont les photographes qui bénéficient ensuite je voudrais juste réagir. Juste dire un truc, c'est que moi je suis très très heureuse de retrouver dans cette expo des photos que je ne connaissais même pas. Mais ça veut dire que ces photos ne m'appartiennent pas et que je ne les aurai jamais. Et que si elles veulent être utilisées, elles seront, je devrais les payer. Alors que c'est grâce à mon œuvre que ces photos existent. Donc là, il y a un truc absolument, il y a un nœud absolument. Non, ils sont obligés de t'en donner un tirage. Ils sont légalement. Ah, mais ils ne font pas. Ça ne te donne pas le droit de diffuser. Ah non, légalement, ils sont disons parce que c'est vraiment quelque chose de tellement affreux pour les artistes, et particulièrement les artistes de la performance qui sont complètement liés avec la photo et la vidéo. Donc effectivement, à part de faire comme Caroline Schneemann ou certains, de faire spécialement une séance photo avec un photographe de son choix ou avec quelqu'un qui est juste là pour appuyer sur le bouton, eh bien, il n'y a pratiquement pas d'issue. C'est vraiment... Avant, on s'en foutait. À l'époque où on travaillait tous ensemble, les photographes donnaient les photos, ça n'avait aucune espèce d'importance. Alors que maintenant, c'est devenu vraiment très très juteux pour les moindres photos, les plus horribles, que l'artiste ne reconnaît pas lui-même ou ne voudrait absolument pas montrer, sont montrées et en plus payées. Alors, je voulais réagir sur plusieurs choses. 5 minutes. Alors, c'est juste pour vous dire que Sophie Delpeux
a fait un très bon ouvrage qui s'appelle Le corps caméra, qui justement traite de cette différence entre la photographie performée et la photo de performance, qui essaie de faire une distinction entre l'investissement justement de l'artiste dans un travail pictural de la photo à travers une photo performée, comme peut être le travail de Caroline Schneemann, et je pense aussi le travail de Yves Klein pour le son en vide. Ce que je voulais dire d'Yves Klein, c'est que c'était un montage, qu'on ne voit pas les vidéos pour le rattraper. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrive pas à plat sur le sol, alors que Chris Burdell, lui, prend vraiment une balle dans le bras. Donc ça, c'était juste pour ça. Après, sur la question du vol, alors je ne voudrais pas me lancer sur la question des droits d'auteur, parce que je sais que c'est très conflictuel entre justement le droit d'auteur du vidéo clémente et de l'auteur. Par contre, quand vous dites du vol, vous avez ce que je vous expliquais un peu, c'est qu'on parlait énormément de la photographie parce que justement elle a cette force visuelle que n'a pas d'autres documents. Mais parmi les autres documents qui peuvent nous renseigner sur la performance, vous avez notamment les partitions, les travaux de l'artiste qui sont directement de l'artiste, mais vous avez aussi des témoignages, par exemple des gens qui sont présents, on en parlait ce matin-là. Et est-ce que, c'est une question que je vais vous poser, est-ce que le discours, leur réception et du coup le discours qu'ils en font vous paraît comme un vol, parce que quelque part pour moi, c'est prendre une photographie, c'est avoir un regard, comme on peut avoir un discours sur une œuvre. Après la question monétaire est autre chose. C'est ce que j'essaie de... C'est la question de l'œuvre, qui est l'auteur. Est-ce que la photo qui se retrouve dans le musée de Moore, qui montre Massiunas, est-ce que c'est Massiunas qui est exposé ou est-ce que c'est Moore? Ah oui, mais ça c'est les grandes questions. Ben, c'est justement cette image fantasmée dont je vous parlais, c'est cette confusion. Il est venu avec le truc de la spike, c'était une bataille. Alors, s'il vous plaît, Liam Kelly attendait poliment son tour. Est-ce qu'on peut donner le micro à Liam Kelly? Et par ailleurs, il faut dire aussi juste un petit mot, c'est que ce ne sont pas des performances, ce sont des events. Et donc l'event, c'est une partition. C'est exactement interprété de 250 façons différentes. Mais la photo peut être comme une photo de spectacle. Donc là, on est encore sur un... Oui, c'est là où... On a déjà interprété Brick Music, une surprise que j'ai osé dans la tête. Mais la question, c'est que ce sont des photos comme des photos de spectacle. Oui, voilà, mais alors, je pense que Cactus pose aussi la question de la performance, justement la définition de la performance par rapport à ce que disait M. Aubervilliers, puisque moi je pense réellement que la performance du film c'est beaucoup plus proche de la musique et du concert que de la performance elle-même. Ah non, on va pas clore le débat. Arrêtez de dire des conneries. Non. Les events sont des events. C'est ni concert, ni musique, ni poésie, c'est event. Et Georges Prince vient de m'appeler et il est furieux. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, Michel, merci. On a donné la parole à Liam Kelly. Now that we have come to the end of the first day, I just wanted to make one or two short observations. We've been talking about the documentation of performance art, which is one of a number of problems, parallel and difficult problems facing contemporary art museums today. Someone earlier in the session mentioned the striving after the moment, the spirit of the moment of performance. And it's an impossible task. It's like asking, can one jump into the same river twice? And very often the audience is complicit in the performance, with the performer and in the becoming of the performance. And there is also very often a rapport that is built up between the performer and the audience. And I think capturing both the complicity and the rapport at work is nigh impossible. And this session dealt to some extent with the status of the art object. And galleries and museums are facing up to the difficult problem of conserving artworks that are made of ephemeral materials, perishable materials, organic materials, some of which were designed not to last purposely, and other artworks that were designed deliberately to disintegrate over a period of time. And I think that conservationists, those who document performance, might advantageously look at how archaeologists go about the task of restructuring the past, or indeed how forensic scientists or criminologists gather evidence
because that's the kind of work I think we're in. But I think the idea of asking the question, how do we get to the heart of the spirit of the performance, is perhaps the wrong question. And I'm just suggesting that these other disciplines may have something valid to offer. Thank you. Alors j'essaye de traduire très très vite. Donc Liam Kelly nous dit on a abordé aujourd'hui un certain nombre de questions, notamment à propos du reenactment. Donc la question à se poser à propos du reenactment, c'est est-ce qu'on peut plonger deux fois dans la même rivière? Et on a abordé aussi cette question de l'intensité de la performance. Peut-être que c'est une des questions cruciales, comment atteindre cette intensité de la performance, comment la retrouver. Et enfin, le musée et la conservation, il évoque le fait que certains documents n'ont pas été faits pour être conservés, et que donc il n'est pas forcément dans leur nature même d'être conservés, que c'est donc évidemment un challenge pour les musées, mais que peut-être la méthode devrait être celle de l'archéologie, celle des archéologues qui s'emploient à reconstituer des mondes disparus dont on n'a que des fragments, et puis éventuellement encore d'autres méthodes, celle de la criminologie, qui cherche à reconstituer des preuves inexistantes ou à partir de presque rien. Voilà. Je pense que je dois en oublier un peu. Pardon, I'm sure I summarized, but I think I got the essence of it. Je voudrais dire quelque chose sur... Je crois que c'est vraiment la dernière seconde. Plus tard, demain on continue. Merci à tous. Demain, 10h.